Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des actualités lead gen. Ça va être un épisode un peu particulier puisque j'avais pas prévu de le faire. On devait être deux lors de cet épisode-là, mais notre invité surprise a eu un petit contretemps. Du coup, j'ai quand même beaucoup de choses à vous raconter et ça va être l'occasion de justement de faire un peu le tour d'horizon des nouvelles actualités en génération de prospects sur le web. J'ai pas mal de choses à vous partager, je pense. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 15 mai 2024, donc le dernier update lead gen daté de mars. Évidemment, il s'est passé des choses entre temps. Donc ce que je vous propose, c'est on va refaire un petit tour des actualités lead gen. On va parler ensuite de l'actualité de Lead Studio, nos observations, comment va le business, des choses qu'on est en train de tester, de mettre en place. Et si vous travaillez dans l'industrie de la génération de prospects sur le web, vous partagez aussi mes perspectives sur les mois à venir et les années à venir sur ce marché. Et ensuite, on prendra un peu plus de recul sur, je pense, la partie entrepreneuriale en général. À force de discuter avec des entrepreneurs au sein d'Insubmersible et de nombreux invités qu'on a pu recevoir sur le podcast, j'ai des intuitions sur pas mal de choses sur la manière dont les entreprises vont avoir intérêt à se structurer à l'avenir, notamment pour les entreprises qui sont comme nous tributaires, j'ai envie de vous dire, des Google, Facebook et compagnie, qui ont la majorité de leur activité en ligne. Je pense que l'arrivée de l'IA va changer beaucoup de choses sur la manière de pas seulement faire du business, mais aussi de structurer ses équipes, de concevoir une entreprise d'un point de vue purement en fait organisationnel, management. Donc j'aimerais vous partager un peu mon intuition là-dessus, de manière à ce que pareil ça vous permet de vous poser les bonnes questions et je l'espère de continuer à faire croître vos projets. Et on prendra encore un peu plus de recul, on parlera un peu plus de ce qui se passe de mon côté avec les news, donc le fait que notamment je vais partir là 3 mois aux États-Unis pour explorer les US sur notre marché de la lead gen, comprendre comment est-ce que les acteurs qui travaillent sur notre marché aux États-Unis réfléchissent, comment est-ce qu'ils pensent la génération de prospects sur le web et ce que j'attends de ce voyage, et aussi des perspectives un petit peu plus personnelles sur mes réflexions du moment. Vous le savez, sur la partie insubmersibilité, comment est-ce que je continue à rester à fond sur tous les projets que je peux mener de front, les questions que je me pose aussi aujourd'hui, faire écho aussi à l'épisode que j'ai fait avec Théo Lyon. Si vous l'avez pas encore regardé, d'ailleurs je vous encourage à le regarder, il est sur la chaîne de Lead Studio, sur en fait qu'est-ce qui m'anime en tant qu'entrepreneur, quel est mon why, puisque j'explique à Théo au moment où on a tourné l'épisode que j'avais un peu atteint la fin d'un cycle et que j'étais justement en questionnement sur en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les prochaines années, donc j'ai envie de vous les partager. Voilà, donc ça va être un épisode, je pense, un tout petit peu décousu parce que je l'ai pas préparé, sincèrement, ça va venir du cœur tout ce que je vous partageais. Mais bon, voilà, les idées vont se mettre en ordre au fur et à mesure et j'espère que ça vous plaira. Donc c'est un petit moment qu'on va pouvoir passer ensemble. Je sais que vous écoutez beaucoup des vidéos ou des podcasts que je fais probablement en faisant la cuisine, en faisant du sport, etc. Donc voilà, brace yourself comme diraient nos amis américains. On est ensemble pour 1 heure et je vais essayer de vous partager un maximum de nuggets pendant 7 heures. On va attaquer du coup avec les actus lead gen et ce qui se passe dans le monde du marketing digital et de la génération de prospects aujourd'hui. Ça tombe bien puisqu'on est le 15 mai et hier avait lieu la conférence annuelle de Google. Donc c'est le moment où globalement ils présentent aux investisseurs et aux hardcore fans toutes les nouvelles fonctionnalités, tous les nouveaux produits qu'ils ont sous le capot et comment est-ce que Google va globalement avancer dans les mois et les années à venir. L'interview, comprenez évidemment Sundar Pichai qui est le CEO de Google actuellement, mais si vous regardez en tout cas les highlights de cette interview-là, au cours de l'interview, ils ont dit 121 fois le mot AI, donc globalement, sans surprise, l'intelligence artificielle va être au cœur des préoccupations de Google et surtout des nouvelles fonctionnalités. Je vais passer globalement sur tout ce qui vont sortir sur Google Lens, Gmail et compagnie. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le nerf de la guerre de Google aujourd'hui, à savoir le moteur de recherche de Google. Comment est-ce que Google compte faire évoluer son moteur de recherche? Et du coup, lors de cette conférence, on a eu quelques idées. Donc, ils vont, en fait, si vous voulez, la manière dont les résultats de recherche et le search va évoluer dans les années dans les mois et les années à venir va être assez drastiquement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc Google a présenté pas mal
de nouvelles fonctionnalités, notamment le Generative AI qui va enfin voir le jour de manière globale. Ça va prendre globalement 50% de l'inventaire disponible, en tout cas de la taille dans la taille de comment décrire ça, de la place sur les premiers résultats de recherche. Donc, globalement, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que une fois que Generative AI est globalement sorti, alors je me souviens plus du nom exact qui donne à ce truc, quand vous allez taper des requêtes, vous allez avoir globalement une réponse faite par l'intelligence artificielle. Le but de Google est qu'on n'aille plus surfer sur les sites un par un, mais que ces réponses-là donnent lieu à des conversations qui, nous en tant qu'utilisateurs, nous fassent rester uniquement sur Google mais n'aillent pas sur les sites web. Je pense que du coup les résultats de recherche vont être alimentés via des sites web. Donc évidemment Google va scroller toute la nourriture qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les sites web pour permettre à son algo d'intelligence artificielle de donner des réponses qui sont complètes et qui seront parsemées en fonction de ce que vous recherchez, d'exemples venus du web. Et ce sera multiformat, à savoir qu'aujourd'hui globalement quand on tape une requête sur Google, je vous apprends rien, on va avoir 10 résultats de recherche, on a le shopping qui va apparaître en haut. Si on veut des résultats de type vidéo, il faut aller dans l'onglet généralement vidéo, la partie actualité dans l'onglet actualité, etc. Là globalement, de ce qu'entrevoit Google, tout va être mixé au sein d'une seule et même réponse. Évidemment ça pose pas mal de questions. La première chose est de se dire que, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer au niveau du référencement naturel et du SEO, puisque globalement le SEO va se faire reléguer à la 5e voire la 10e place, parce qu'il va tellement y avoir de choses avant entre justement ce Generative AI, les résultats shopping, et puis le fait que les gens ne vont probablement beaucoup moins aller sur des sites web qu'auparavant. Quid du SEO? Je ne sais pas. En tout cas, ça va poser en tout cas des enjeux stratégique assez important pour toutes les boîtes qui aujourd'hui vivent du SEO, que vous soyez globalement un peu des bootstrappers de l'ombre à trouver des opportunités de niche au SEO, vous référenciez des sites, vous fassiez de l'affiliation, etc. Et si votre cœur de business est de monétiser des sites aujourd'hui via le SEO, évidemment ce genre de nouveauté chez Google va pas dans votre sens, sincèrement. Donc ça pose des questions de se dire, mais en fait tous les business models qui aujourd'hui vivent du SEO, comment est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, je vous invite à vous questionner. La deuxième chose aussi est que Google va clairement pousser beaucoup plus le multiformat. Je pense que c'est hyper important de l'avoir en tête. À savoir que aujourd'hui, si l'ensemble du contenu que vous créez en tant qu'entreprise ou en tant que monétiseur, je sais pas si ça se dit, de site web, si vous restez que sur du contexte, que du contenu textuel, statique, vous allez avoir probablement un manque à gagner énorme, puisque Google va booster de plus en plus le multiformat, le format vidéo, le format image évidemment, et puis le format conversationnel ou toute expérience qui va apporter plus que simplement des résultats de texte. Donc ça, c'est à la fois une menace, mais c'est aussi une très bonne opportunité, à savoir que vous avez la possibilité, si vous voulez, de commencer à créer probablement des nouveaux business ou des nouvelles opportunités web via la vidéo, via le format image, etc. Puisque tout ça va gagner en référençabilité à l'avenir. Ça tombe bien puisque couplé à ça, en fait, on voit aujourd'hui beaucoup d'outils IA qui émergent pour créer des vidéos de manière ultra simple. Si vous suivez la chaîne de l'E-Studio, vous savez à quel point on est fervent utilisateurs et fans d'Agen notamment, qui sont des outils qui permettent de créer des vidéos en masse grâce à l'IA et qui sont de très bonne qualité. Et ça ne va aller qu'en s'améliorant évidemment. Si vous êtes une marque, c'est aussi une opportunité pour vous de vous démarquer en créant du multi-format, du multi-touchpoint, en essayant de davantage personnaliser le contenu avec des formats plus innovants de vidéos, d'images et compagnie. Donc ça va vous permettre globalement, si vous avez raté un peu le pas du SEO aujourd'hui pour votre business et que vous êtes très tributaire, je pense à tout ce qui est réseaux sociaux, contenu vidéo, YouTube et compagnie, vous allez peut-être avoir un second souffle grâce à cette évolution sur les moteurs de recherche. Vous êtes capable de casser, de buter vos concurrents qui vous éclatent sur le search grâce à ces nouveaux formats. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses à repenser. Si vous êtes spécialisé SEO, il va falloir que vous vous questionniez, je pense, sur la manière dont comment Google va référencer votre contenu et que vous vous renouveliez. Ça me paraît évident. Donc c'est passionnant. Je vous avoue, quand moi je vois ça d'un point de vue éditeur de site et évidemment à la tête de l'E-Studio, agence de lancement de prospects,
ça donne envie de créer plein de choses parce qu'on voit les opportunités qui se créent, on voit vers quoi Google évolue et puis on a envie de prendre la vague et puis ça apporte beaucoup de nouveautés sur la manière dont on fait du business aujourd'hui. Donc je vous avoue que moi je suis hyper optimiste là-dessus. Ça apporte beaucoup de nouveautés. Il va falloir trouver quels vont être les next big things d'un point de vue Google. Donc ça, je suis très optimiste, sincèrement. Là où je suis un peu moins optimiste, c'est que je me demande comment est-ce que Google va penser son business model. Puisque Gen AI et tout ce qui va être résultat de recherche de type contenu généré via l'IA, comment est-ce qu'ils vont monétiser leur réseau de recherche, qui est quand même la vache à lait de Google. Quand j'en parle avec des personnes internes à Google, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas trop vers quoi ils vont évoluer. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'aujourd'hui, si on regarde la tendance, on a de plus en plus de requêtes qui vont avoir lieu, évidemment on le sait, sur YouTube, YouTube appartient à Google, mais sur TikTok, etc. Mais aussi sur des outils, ChatGPT et Perplexity.ai. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à l'utiliser. Donc Google, dans tous les cas, n'a pas le choix de pivoter vers ces nouveaux formats de requêtes de recherche et de manière d'afficher des résultats de recherche. Mais je pense qu'ils sont pas au clair sur la manière dont ils vont monétiser tout ça. Et pour moi, ça pose deux problèmes. Première chose, c'est que Google AdWords, Google Ads, c'est leur vache à lait. Ils ne peuvent pas se permettre, d'un point de vue investisseur, de se rater. Mais en même temps, ils vont être un minimum obligés d'innover à un moment ou un autre. Parce que sinon, ils vont se faire éclater par Bing, par ChatGPT, par Perplexity et compagnie. Donc, ils n'auront pas le choix. Ce qui veut dire que à mon avis, je vois le truc venir, c'est que ils vont charger le modèle existant comme des porcs pour essayer de faire un maximum de cash pour financer de potentiels tests cataclysmiques et non rentables sur le moteur de recherche du futur. Je vous encourage sincèrement, si vous êtes aujourd'hui comme nous très dépendant de Google, à écouter régulièrement les résultats de Google d'un point de vue purement financier. Donc c'est les lettres aux investisseurs. La dernière notamment a montré que globalement Google est de plus en plus profitable. Je crois qu'ils ont une croissance de 15% du CA sur Q1. Et si vous regardez la manière dont ce CA a été d'où vient cette croissance, ça vient principalement de YouTube. C'est hyper intéressant parce que moi, qui suis avec mes équipes Lead Studio derrière la machine et qui justement dépense sur Google Ads, je peux vous garantir que YouTube, c'est de la daube. C'est de la daube, c'est de la daube. Si vous voulez driver de la performance, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où on se fait le plus enfler sur les faux clics, sur la perte de contrôle, les chaînes YouTube de merde et compagnie. Je m'exprime de manière volontaire un peu grossière sur le sujet parce que globalement c'est YouTube, c'est la définition même de se faire éclater par Google et du Google be evil. Parce que en fait YouTube est monétisé évidemment sur YouTube, mais en fait si vous voulez avec tous les systèmes maintenant de rollout, de pré-roll, etc. Et puis le fait que Google puisse en fait aussi diffuser des annonces sur du YouTube, mais qui vont être des vidéos YouTube mises en place sur des domaines parqués, sur des sites display, où en fait vous allez avoir des vidéos YouTube qui sont sur des sites de très très faible qualité et vos ads vont potentiellement apparaître là-bas. Plus coupler ça à toutes les applications mobiles et toutes ces bêtises, globalement c'est l'endroit rêvé pour Google pour vous enfler d'un point de vue clic. Quand je vois que YouTube a eu la croissance la plus importante en Q1 chez Google, en fait, d'un point de vue annonceur, ça n'a aucun sens. Parce que tout annonceur qui cherche à faire de la performance ne va pas, de manière générale, aller sur YouTube. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée de Performance Max, de Dimension et compagnie, on a de moins en moins de contrôle sur la manière ou en tout cas sur notre capacité à choisir les emplacements de diffusion. C'est très difficile d'aller exclure YouTube maintenant. Et donc, je sais que Google met la poussière sur le tapis. Google nous fait de plus en plus diffuser sur ses placements de faible qualité parce que c'est une manière pour lui de monétiser des emplacements que les annonceurs ne veulent pas sans qu'on le sache. Et donc évidemment de continuer à être ultra profitable. Et donc je vais au bout de ma pensée, c'est qu'il y a un moment Google va devoir quand même prendre le bet de l'IA, de savoir comment monétiser Google Ads avec cette arrivée de Generative AI, des nouvelles fonctionnalités sur le réseau de recherche, ils vont devoir financer ces tests. Et donc, la logique est que si moi j'étais d'un point de vue Google,
je continuerai à pousser Performance Max, Dimension, à enfler les 3/4 des annonceurs pour financer ma croissance. Donc, que pouvons-nous faire ? Rien. Puisque de toute façon on n'a pas le contrôle. Par contre, c'est de savoir à quel jeu on est en train de jouer et surtout d'être ultra vigilant le plus possible sur les placements qu'on va utiliser et savoir que Google nous enfle. Google nous enfle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement notre rentabilité devrait décroître ou que ça va nous forcer à être d'autant plus excellent sur tout ce qui est en notre contrôle, toujours pareil, les créatives, le copywriting, le positionnement de nos offres et puis tout ce qui se passe après le clic, à savoir nos expériences de conversion, nos funnel marketing et compagnie. J'en ai pour preuve que on travaille beaucoup sur des formats aujourd'hui chez les studios de type Landbot, donc qui sont des robots conversationnels. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur la chaîne de l'e-studio qui explique comment créer des funnels via Landbot, qui sont excellents. La force de Landbot, c'est que, contrairement à des landing pages, c'est que dans la manière dont c'est traqué, quand vous allez créer un Landbot et que vous allez faire de la pub sur Google Ads pour promouvoir votre Landbot, vous allez pouvoir voir dans Landbot le nombre de conversations qui ont été démarrées, pas forcément abouties, sur chaque Landbot que vous allez créer. Et ce que je vois, c'est que globalement, quand on pousse sur Google Ads des expériences de conversion qui sont de type landing page classique, quand sur une campagne Google Ads de type landing page, on va voir que la campagne a généré 100 clics. Quand on va aller sur Google Analytics ou sur nos logiciels de gestion de type Unbounce, on va voir par exemple 90 page views. Donc là, il y a toujours 10% de clics de perdus entre guillemets, entre les robots, les faux clics, les temps de chargement et compagnie. Bon, c'est toujours pareil. Pareil, si vous regardez sur Google Analytics, entre le nombre de clics que vous avez sur vos pubs Google versus ce qui est vraiment arrivé sur votre site web, vous avez toujours à peu près 10% de déperdition. Mais le problème de ça, c'est qu'on ne sait jamais vraiment est-ce que c'est des robots, est-ce que c'est des faux clics, etc. Et ce qui est intéressant avec Landbot, c'est qu'on est capable de mesurer, mais qui a vraiment démarré une conversation. Et là, je vous garantis que c'est assez flagrant, c'est que pour 100 clics qu'on va voir apparaître par exemple sur du Dimension ou du PMax, on va avoir 4 conversations qui ont démarré. Et ça, je vais vous dire, c'est quand même la preuve que sur ce type de format, on se fait quand même bien enfler par Google et que je pense que ça va être de pire en pire. Et que la qualité, si vous voulez, de nos clics et de notre achat média sur tous ces trucs où on perd du contrôle va ne faire que se dégrader tant que Google n'aura pas trouvé une suite logique à son business model. Donc soyez méfiants. Je pense qu'on va avoir mal aux fesses, sincèrement, nous annonceurs, et que il va falloir juste être excellent, quoi. Excellent à tout bout de champ, et surtout dans la mesure où on sait d'avance qu'on va acheter du trafic de faible qualité, surtout si vous êtes comme nous une agence de génération de prospects, il va falloir faire en sorte que la qualité du trafic que vous achetez essaie quand même de rester de bonne qualité, puisque nous, non seulement on n'achète pas du média pour nous, mais en fait on revend les prospects, et si les prospects sont pas de bonne qualité, nos clients évidemment ne sont pas contents, et puis ça remet en doute tout notre business model. Donc dans ces conditions, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place chez les studios pour arriver à s'en sortir ? On est vraiment en train d'essayer de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est à notre contrôle, encore une fois, pour arriver à générer des prospects de qualité ? Et donc, on travaille beaucoup plus maintenant sur les funnels pour, si vous voulez, faire en sorte que les prospects qu'on va collecter vont avoir la meilleure joignabilité possible et que ils comprennent ce qu'ils foutent là. Puisque en fait on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on diffuse sur du PMax, sur du Dimension et compagnie, il va falloir qu'on soit certain que le prospect qui arrive sur nos expériences de conversion, il sache pourquoi il est là, et globalement s'il arrive au bout de notre expérience de conversion, il sait à quoi s'attendre. Il sait qu'il va être appelé par un téléconseiller de nos clients, que lors du rappel, il va avoir droit à X, Y questions et qu'il est probablement en train de démarrer une relation commerciale pour, après vous connaissez nos marchés certainement, changer de mutuelle, faire des économies sur leur fournisseur d'énergie, trouver la meilleure offre de box internet, rejoindre une formation et compagnie. Et donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on s'assure que nos prospects, ils sont vraiment là pour comprendre ce qui va leur advenir s'ils remplissent le funnel et que surtout, ils vont répondre au téléphone et qu'ils vont déjà être dans une première logique de transaction commerciale suite à tout simplement le remplissage de nos formulaires, nos expériences de conversion, nos landbots et compagnie. Et ça, c'est très difficile parce que, évidemment, ça peut pénaliser toute la transformation chez nous, ça remet en cause pas mal de funnels qu'on avait déjà, mais on n'a pas le choix. Et puis, dans une logique de qualité, c'est essentiel. Deuxièmement, c'est aussi
travailler d'autant plus main dans la main avec nos clients. Aujourd'hui, tel que c'est structuré chez l'e-studio, on a un chef de catégorie qui va gérer principalement, qui va gérer en fait une catégorie. Donc ça va être quoi? Ça va être encore une fois de la mutuelle, fournisseur d'énergie et compagnie, qui va devenir expert de ça. Mais en fait, le chef de catégorie est maintenant beaucoup plus en discussion avec nos clients pour que en fait le chef de catégorie explique aux clients ce qui est fait chez nous. Quelles expériences de conversion on est en train de mettre en place, quels tests on est en train de mettre en place, de manière à ce que les clients comprennent qu'on est toujours dans cette démarche, dans cette logique d'optimisation, qu'on teste des choses, on n'est pas toujours dans le vrai, on va faire des erreurs, mais que le client comprenne comment est-ce que les prospects sont générés, d'où est-ce qu'ils viennent, pour qu'on ait vraiment ce jeu de ping-pong entre ok, est-ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien, continue, arrête, etc. Parce qu'on n'a pas le choix. On a besoin d'avoir un feedback d'autant plus régulier et minutieux de nos clients pour comprendre si, quand on va lancer des performances max, malgré toute la bonne volonté du monde, est-ce que les prospects qu'on est en train de générer sur performance max sont de qualité ou pas. Et ça, je pense que c'est l'avenir de la lead gen, à savoir, on devrait toujours le faire, mais il y a vraiment une urgence à travailler main dans la main avec vos clients, puisque c'est un jeu d'équipe, d'autant plus aujourd'hui où en fait les annonceurs comme nous perdent le contrôle sur la manière dont on diffuse nos annonces, et donc on a besoin d'avoir du retour terrain pour comprendre ce qui est dit chez les téléconseillers, comprendre ce qu'ils font de nos prospects, comprendre aussi ce que nos prospects attendent pour toujours itérer et s'assurer que on va livrer les meilleurs prospects à nos clients. Et sincèrement, c'est très difficile. Je pense que faire du lead aujourd'hui de qualité devient de plus en plus compliqué, notamment parce qu'on perd beaucoup de contrôle, et donc il faut repenser le modèle. Est-ce que le modèle au CPL va continuer à exister? Je ne sais pas. On a de plus en plus de clients qui commencent à nous incentiver, nous demander d'être incentivés à la performance, à savoir non plus simplement au lead livré, mais au lead vendu. Ce qui évidemment est ultra sain, parce que là pour le coup on va non plus chercher à faire du lead en quantité, mais surtout en qualité. Et ce que je trouve assez sain avec ces modèles-là aussi, c'est que le client est obligé de bien faire le job derrière, puisque si les téléconseillers ne convertissent pas les prospects, nous en tant qu'agence de génération de prospects, on n'a plus envie de bosser avec le client, parce qu'en fait on n'est pas rentable du tout, et on est même à zéro. Donc ça oblige nos clients à nous mettre à disposition tout un tas d'outils qui nous permettent, nous derrière, de mieux faire le boulot. Qu'est-ce que j'entends par meilleur outil? Des connexions CRM, les écoutes, le retour des télépros, des retours tous les soirs sur ce qui a été fait, sur les traitements, etc. Et puis nous, ça nous permet de penser un peu plus loin à la relation commerciale, de se dire mais attends, mais en fait, on n'est plus simplement une agence de génération de prospects, on est une agence de génération de business, puisque en fait, le prospect, quand moi je le génère, mon savoir-faire, il doit plus s'arrêter là. Ce que je veux, c'est que le prospect, il réponde au téléphone et qu'il souscrive à l'offre de mon client. Mais il faut que, globalement, mon prospect, il réponde au téléphone. Donc peut-être qu'il faut que je lui pose des questions de type, tu vas être appelé? À quelle heure tu vas être appelé? Est-ce que je peux te contacter par email? Puis, parfois, on est sur des offres qui sont avec des paniers moyens importants. Je veux dire, on a des clients qui vendent, par exemple, des formations à 3 ou 4 000 euros sur des parcours de reconversion professionnelle. Donc ça, c'est pas quelqu'un qui va souscrire immédiatement au téléphone. Donc en fait, il faut qu'on aille chercher les informations avec nos clients, de se dire mais attends, mais peut-être qu'il faut qu'on fasse aussi du nurturing par email. Il faut peut-être qu'une fois que le prospect qu'on a généré, on lui envoie un email avec la brochure du client pour que tout de suite le prospect puisse se renseigner, etc. Et je vous avoue, c'est passionnant parce que ça remet en fait pas mal de nouveaux challenges dans la machine génération de prospects, et ça nous invite vraiment à nous questionner. Et c'est aussi une manière de se démarquer. Donc voilà, on est dans toutes ces réflexions-là au sein des équipes de l'e-studio, de se dire mais en fait, ça veut dire quoi faire des prospects en 2024? Ça veut dire quoi faire des prospects en 2025? Ça veut dire quoi être une agence de génération de prospects dans les années à venir, compte tenu de toutes les évolutions qu'il y a d'un point de vue Google, Facebook, Meta, Instagram et l'arrivée prédominante de l'IA. À savoir que, pareil, pour ces sujets d'actualité, on utilise aujourd'hui de plus en plus des vidéos donc faites via de l'IA, et ça marche très bien. Tout ce qui est via Agent, c'est hallucinant. Et pareil, en termes de qualité de prospect, c'est mieux. On a lancé pas mal de tests sur le social ads en comparant des campagnes qui tournaient très très bien sur du format statique et en mettant des vidéos UGC faites via Agent, et la qualité est meilleure. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que finalement ça y est, on a passé un peu la vague de mais c'est quoi ces vidéos un peu IA où les gens pouvaient être un peu méfiants. Ah ok, c'est accepté, ça commence à être accepté, c'est fine de voir des vidéos en IA pour de la publicité. Et ça permet de générer encore une fois des prospects de qualité à des prix assez intéressants.
Donc ça, je vous encourage vraiment à adopter aussi ces formats si vous êtes sur ce type de créneau. En tout cas, on le teste de plus en plus. Et ça nous permet encore une fois d'être meilleur, d'avoir une vitesse d'itération d'autant plus intense, puisque c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire des vidéos que ça ne l'était par le passé, ou en tout cas sur tous ces formats UGC type AI que l'on peut faire facilement via Agen. C'est juste excellent pour nous, parce que ça nous permet de tester vachement d'axes marketing, vachement d'axes de script, de copywriting, et finalement à terme, avec toutes ces vitesses d'itération, de pouvoir proposer les meilleurs prospects du web. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc ça, c'est pour le sujet actualité sur la lead gen. Je pense aussi que c'est un marché qui va se consolider, notamment parce que ça devient de plus en plus dur de générer des prospects de qualité. Je pense que beaucoup vont mourir. Évidemment, on ne souhaite pas être dans ce pool de cercueils chez Lead Studio, donc c'est pour ça que, entre guillemets, on se bouge les fesses pour arriver à trouver les bonnes manières de faire et à vraiment travailler main dans la main avec nos clients. Et donc, vous qui faites peut-être du lead, je vous encourage vraiment à peut-être challenger un peu la manière dont vous faites du lead aujourd'hui et à rechallenger vos process pour arriver à survivre, puisque ça c'est vraiment une tendance de fond et j'en parlais déjà dans les dernières actus. Les clients, en tout cas les clients qui achètent beaucoup de leads aujourd'hui, sont vraiment dans une démarche de qualité. Et que autant quand on est dans une logique de quantité, il y a quand même de la place pour beaucoup d'acteurs, puisque la qualité est mise au second plan, autant dans une logique de qualité, je pense pas que tout le monde puisse y arriver. Et donc, encore une fois, je pense que c'est un marché qui va se structurer et qui va y avoir pas mal d'acteurs qui malheureusement vont disparaître dans les prochains mois et dans les prochaines années. Est-ce que c'est encore l'âge d'or de la lead gen ? Je suis pas certain. Je pense qu'il y a les règles changent, que c'est de plus en plus dur de se lancer, que générer des prospects de qualité, ça demande de plus en plus de tests, d'optimisation et donc de cash burn, et que si vous n'avez pas les reins solides, évidemment, ça devient très difficile. Et on le voit aujourd'hui à quel point, en fait, le temps de trouver la bonne équation avec les clients, générer des prospects de qualité, mais parfois, il faut accepter de perdre pas mal, beaucoup plus qu'avant, en termes de purement financier. Et donc, il faut s'accrocher. Donc, je le répète, parmi l'une des 4 grandes valeurs de eStudio, la résilience en fait partie. Et je pense que si je devais en prendre entre guillemets qu'une seule, ça serait celle-ci pour avancer sur 2024 auprès de mes équipes. Bon, la deuxième, c'est l'excellence, évidemment. Non seulement il faut être résilient, mais il faut savoir faire des prospects de qualité et de manière excellente. Donc résilience et excellence sont pour moi les 2 maîtres mots, en tout cas des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Si je devais en garder que 2 pour exceller en lead gen. Voilà pour les actualités que je voulais vous partager. On va passer à la partie un peu plus entrepreneuriale et de ce que j'observe de toutes mes discussions avec tous les invités du podcast et même moi de mes réflexions. Je pense sincèrement qu'on va vers une freelancisation de l'économie et une freelancisation des équipes. Ceci a plus d'un titre. Je pense que l'arrivée de tous ces nouveaux outils AI-based, entre guillemets, alors on n'est qu'au début, mais globalement, ce qui par le passé devait être fait par 20 personnes, aujourd'hui va pouvoir être fait par 3 personnes. Sauf que ces 3 personnes, vous allez devoir avoir des tueurs à gages pour pouvoir faire en sorte qu'elles fassent bien leur boulot. Et donc ça remet en question pas mal de choses, parce que je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont beaucoup d'équipes qui malheureusement vont être dégraissées à l'avenir parce qu'elles vont être remplacées par tous ces outils IA qui arrivent, et notamment parce qu'on va avoir des anomalies de marché qui vont être capables de faire le travail de 10 en étant suffisamment subtil, en combinant différents outils pour faire le travail de 10 personnes. Il y a pas mal de chaînes YouTube aussi de courants qui émergent. Je pense notamment à la chaîne de Thibault Louis et de Kevin Dufresne, qui ont créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Million ou Rien, qui parle à pas mal justement de solopreneurs, mais en fait dans leur conception des choses, c'est de dire mais en fait aujourd'hui moi je peux arriver à créer des compagnies à plusieurs millions de dollars en n'ayant aucun salarié, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment une logique que beaucoup d'entreprises vont adopter. À savoir, mais ok, je prends une équipe aujourd'hui une boîte aujourd'hui qui va être bien structurée, qui a déjà un business model établi, avec du software, des personnes qui sont qui font run le business, mais en fait qui s'est construit
peut-être sur ce business model-là il y a 10 ou 15 ans. Donc en fait, elle a pensé tout son système managérial avec le fait qu'il fallait de la matière grise humaine pour faire marcher sa boîte, mais qui aujourd'hui voit que globalement, quand il y a besoin de 4 développeurs, en fait, elle pourrait en avoir qu'un seul qui globalement délivre le même code, la même quantité de code à la journée avec un bon outil IA qui va l'aider dans son codage et qu'il n'a plus besoin d'avoir 4 personnes. Je pense notamment à quelqu'un qui avait une équipe financière, une équipe comptable de 5 personnes, enfin une boîte de 5 personnes, et qui va voir qu'en fait, avec l'IA aujourd'hui, ChatGPT et compagnie et tous les outils qui vont sortir, en fait, il y a peut-être besoin que d'un seul DAF qui est très très bon, mais que tout le reste, ça s'automatise. Moi, je le vois pour l'e-studio, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce que je viens de présenter sur la partie ActuallyGen, j'ai plus forcément besoin d'avoir une agence qui fait des vidéos. J'ai plus forcément besoin d'avoir 3 monteurs vidéo et compagnie. Une seule personne va pouvoir le faire. Par contre, j'ai besoin d'avoir les meilleurs talents. Et du coup, je pense que les organisations vont clairement changer et que ce qui était encore une fois faisable par 100 personnes va être faisable par 10 personnes. Ce qui pose pas mal de questions, je pense, d'employabilité, de viabilité économique et de système économique, parce que en fait, qu'est-ce qu'on fait des 90 autres ? Qu'est-ce qu'on fait des 90 personnes qui en fait vont globalement être mis à la porte ? Alors évidemment, si on regarde dans l'histoire économique post-révolution industrielle, on voit que c'est le principe de destruction créatrice de Schumpeter, à savoir que je pense qu'on va rentrer dans une vague là, où beaucoup de jobs vont être détruits par l'arrivée de l'IA, c'est évident, que encore une fois les systèmes d'organisation vont changer, on va avoir des équipes qui sont beaucoup plus restreintes, beaucoup plus freelancisées, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des métiers d'expertise à chaque poste, mais ces métiers d'expertise, pour avoir vraiment les top players, souvent ça va être des top players qui sont en freelance, qui sont indépendants, parce que couplé aux besoins d'indépendance, de flexibilité, de home office depuis le Covid, le freelancing et je pense clairement fait sens. Et donc on va quand même rentrer dans cette période de destruction. Alors ce que nous explique notre cher Joseph Schumpeter, c'est que après ce phénomène de destruction arrive le phénomène de création, et donc l'arrivée de l'IA va évidemment créer plein de nouveaux jobs. On le voit apparaître évidemment sur LinkedIn, le fake it until you make it et tous les dompteurs d'IA qui se sont autoproclamés experts IA depuis quelques mois. Bon, ça, voilà, je pense que c'est que la genèse, mais beaucoup de métiers vont se créer. Donc, même si aujourd'hui vous êtes dans une logique de mince, mais je vais peut-être perdre mon job face à l'IA, ou ce que je pouvais faire aujourd'hui en termes de prestat de conseil, si c'était de freelance, ça va être automatisé par mes clients. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il y a plein d'autres créneaux sur lesquels il y a des postes à prendre. Donc, c'est vraiment une période où, que vous soyez aujourd'hui chef d'entreprise, salarié, freelance, toutes les cartes vont être rebattues, je pense, dans les prochains mois, les prochaines années. Et donc, au lieu de voir la phase menace, essayez de voir la partie opportunité et de vous dire, mais en fait, c'est quoi le next business de demain ? Où est-ce que je peux créer mes nouveaux hard skills, mes nouveaux unfair advantage, et comment je vais pouvoir changer mon pool de compétences pour rentrer dans les happy few qui vont être justement les top players des futures organisations de demain. Donc moi, si je devais repartir de zéro, clairement j'irais dans ce sens-là, essayer de comprendre comment est-ce que tu peux monter un business de A à Z avec 2 personnes et tout automatiser sur toutes les tâches évidemment administratives, la compta, etc. Et puis toutes les tâches marketing, les parties sales, et comment est-ce que tu peux juste run un business avec globalement ton intelligence business et tous les outils qui vont émerger, quoi. Bref, vous l'avez compris, pour quelqu'un comme moi qui a toujours plein d'idées à la minute, je trouve ça passionnant. Et puis depuis le début, en tout cas chez l'e-studio, moi j'ai eu cette intuition que je devais garder des teams, enfin des équipes très réduites en côté humain, mais leur donner un maximum d'outils pour bien faire leur boulot. Et j'en reste convaincu. Et donc, je trouve ça intéressant de voir aussi que des boîtes qui n'avaient pas forcément le même discours par le passé, en tout cas quand je présentais moi ma vision des choses d'un point de vue organisationnel, ça pouvait paraître complètement extraterrestre et lunaire, mais aujourd'hui ça semble beaucoup plus communément acquis que en fait les meilleures équipes sont souvent des équipes qui vont être quand même remote, tous dans leur zone de génie, de faible effectif, et qui maîtrisent à la perfection tous les outils d'assistance du quotidien pour leur permettre justement de rester dans leur zone de génie, quoi. Donc passionnant, en tout cas je suis curieux de voir comment est-ce que les organisations vont avancer, et de belles opportunités, je pense, à toute personne qui
qui ont envie de prendre le pari de l'IA et de rentrer dans cette, qui n'ont pas peur de ce système en fait de destruction créatrice. En tout cas, nous, l'ISUDIO, on sera les premiers à avancer dans ce sens-là, apporter à nos clients le meilleur de l'IA évidemment, et pas dans une logique évidemment de 150 personnes. Aujourd'hui, on est 8. Je pense qu'on restera 8 un bon bout de temps, peut-être aller 10, 15 max, mais je suis intimement convaincu qu'en fait à 15 personnes, on peut arriver à monter un business à plus de 100 millions d'euros de top line, mais qu'avec des experts dans leur métier. En tout cas, c'est le pari que je souhaite prendre pour l'ISUDIO, et c'est le pari qui me motive, en tout cas, tous les matins à me lever, de me dire mais je veux m'entourer de personnes expertes dans leur sujet, qui vont apporter les meilleurs prospects du marché à nos clients et qui vont exceller dans leur domaine sans avoir à lever des fonds ou monter des équipes de 100 personnes. Est-ce que l'avenir, en tout cas l'avenir nous dira si j'ai raison, est-ce que ce que j'ai en train de vous partager vieillira très mal peut-être. En tout cas voilà, c'est mon gut feeling du moment, et on va clairement continuer dans cette voie. Ce qui m'amène à la partie 3, qui est plus la partie why, business, etc. Déjà d'un point de vue purement perso, donc là je vais partir 3 mois aux US. C'est pour moi l'opportunité de rencontrer en fait des acteurs qui font, en tout cas qui sont dans le marketing digital ou qui sont dans la partie lead gen, mais aux US, parce qu'on sait que voilà, la mentalité US quand même diffère sur pas mal de choses de la mentalité française. Donc je suis quand même curieux de voir ce que nous réservent nos amis américains sur notre marché, mais de le voir de vive voix de mes propres yeux, de m'inspirer de la culture américaine et du fameux justement esprit pionnier, notamment dans ce que je vous ai expliqué avec l'arrivée de l'IA et tout ce que cela va chambouler. Donc revenir avec beaucoup d'idées, essayer de parler avec un maximum d'entrepreneurs. J'essaierai de vous tenir au courant, je pense, via évidemment les chaînes YouTube, et peut-être aussi sur le format podcast que j'ai en solo, insubmersible en solo sur Apple Podcast et Spotify. Voilà, vous partagez un peu sous format vlog, mes réflexions du moment, mes rencontres, mes expériences. J'ai pas encore trop décidé de comment j'allais vous matérialiser ça. Et puis je sais pas à quel moment sortira aussi cette vidéo, mais probablement que je serai déjà aux US quand vous la verrez. Bref voilà, essayer de m'inspirer de tous les bons côtés des USA. Je sais aussi tout ce que je vais détester sur la culture américaine, sur le super size entre guillemets, peut-être parfois le manque de raffinement et compagnie. La bouffe évidemment, et puis leur modèle social qui je n'ai même pas besoin d'aller là-bas pour savoir qu'il est déplorable, mais en tout cas sur la culture business, voilà, je pense que ça va être intéressant. Et puis pour revenir en fait en septembre avec plein d'idées pour l'ISUDIO, pour la lead gen en général, et puis vous partager les idées que j'ai pu avoir, les réflexions, ce que j'ai trouvé hyper intéressant là-bas et ce que j'ai détesté évidemment, et puis vous les partager pour encore une fois vous permettre vous aussi de prendre le meilleur de nos amis américains et de continuer d'exceller sur votre marché. C'est aussi un moyen pour moi de challenger mon why aujourd'hui, de me dire mais en fait est-ce que là typiquement sur la vision de l'ISUDIO que je viens de vous partager, est-ce que c'est la bonne vision, est-ce que je me trompe pas sur certaines choses, est-ce que en tant qu'entrepreneur la manière dont je conçois le business aujourd'hui est la bonne, est-ce que en fait il n'y a pas d'autres manières de le faire. Donc voilà, pas mal de réflexions, et je pense que ces réflexions m'amèneront à vraiment une vision un peu plus long terme pour l'ISUDIO, ce que j'ai envie de faire. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, je suis quand même dans une démarche associative suite au départ de Lucie l'année dernière. Ça commence à se peaufiner. On a j'ai des beaux éléments et je vous en parlerai évidemment, je pense en temps voulu. En tout cas, je suis quand même très confiant pour notre business, et je reste passionné parce que la lead gen m'apporte au quotidien, comme diraient mes deux frères. Thomas, il fera probablement du lead toute sa vie. Donc, si vous êtes client et que vous m'écoutez, l'ISUDIO est encore là pour un bon bout de temps. En tout cas, je l'espère. En termes de point de vue personnel, insubmersibilité et compagnie, j'ai repris le CrossFit il y a peu. Et alors, comment le partager d'un point de vue intelligible pour vous. Vous le savez si vous me suivez, je fais beaucoup de sport, j'en parlais notamment avec Théo lorsque je l'ai eu dans le podcast Insubmersible. J'adore me dépasser, donc j'ai fait l'Eco-Trail cette année, 80 km. Mais ceci dit, je commençais à rentrer dans une logique un peu d'un point de vue purement sportif, etc. Dépassement de soi ou un peu routinier sur, ok, j'ai l'impression d'avoir atteint un peu un plateau.
j'ai une bonne endurance, j'arrive à faire les 80 km, salle de sport all good, etc. Et je pensais vraiment avoir un bon niveau. Et la semaine dernière, je suis allé donc au CrossFit. J'ai fait un cours qui s'appelait Big WOD. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage CrossFit, WOD égale Workout of the Day. Et là, il était big, quoi. Donc, globalement, c'était pendant 1 heure un entraînement sans pause à base de pompes, de traction, de soulevé de terre et compagnie. J'ai cru que j'allais vomir, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. On était par équipe de 2. Globalement, je peux le dire, à cause de moi, on a été la seule équipe à pas finir le WOD. J'ai pris une énorme claque parce que je pensais avoir une très très bonne condition physique et en fait je me suis retrouvé face à des monstres qui sont mais loin devant moi. Et ça m'a fait réaliser 2 choses. C'est que premièrement, j'adore me dépasser. Et en fait, je crois que je suis purement heureux dans un environnement où je me dépasse, où j'apprends des nouvelles choses et je sens que j'ai une grosse marge de progression. Et donc ça, je suis content d'avoir eu cette réalisation-là parce que typiquement, quand je vois la lead gen aujourd'hui, les studios et que je fais les parallèles avec le business, je me rends compte à quel point en fait on a de la chance que j'ai la chance de travailler sur ce marché qui est en perpétuelle évolution parce que en fait la marge de progression est infinie et constante et c'est pas parce que vous avez des acquis que vous pouvez vous reposer dessus et ça vous force à toujours vous challenger et donc clairement ça me conforte sur ma vision et mon why de continuer à travailler sur l'e-studio parce que je sais que c'est un marché qui me force à me déplacer, à me dépasser et qui me permet d'être une meilleure personne au quotidien. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi je trouve que ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez parfois avoir des certitudes ou parfois devenir comfortable et puis vous dire mais ouais je pense que j'ai atteint un peu la fin du jeu. Et en fait pas du tout, c'est que je pense parfois vous avez des angles morts et il faut sortir de sa zone de confort typiquement pour se rendre compte qu'en fait vous avez encore une énorme marge de progression et vous n'avez jamais fini d'apprendre, même dans des secteurs sur lesquels vous pensez déjà très bon. Et donc je fais le parallèle avec le CrossFit qui est de se dire ok j'étais peut-être devenu un peu confortable sur la partie purement sportive, mais en fait je me rends compte que pas du tout, que c'est pas parce que je fais des éco-trails de 80 km ou que je vais régulièrement à la salle de sport, que je fais 1h30 de sport tous les jours que je suis bon pour le CrossFit, pas du tout. Alors que en fait c'est à peu près les mêmes exercices mais dans des conditions différentes. Et donc voilà, ça apporte un renouveau qui, je pense, d'un point de vue purement psychique, ça dépend comment vous fonctionnez, mais rapporte un énorme circuit, ramène un nouveau circuit de dopamine et vous permet de vous sentir encore plus vivant qu'au quotidien. Donc la leçon que je retiens, c'est que il faut toujours sortir de sa zone de confort. C'est hallucinant à quel point ça vous permet encore une fois de vous sentir plus vivant, d'être de ne jamais tomber dans une espèce de routine qui peut parfois être un peu déprimante ou vous blaser. Et donc ça pour moi c'est la clé. C'est encore une fois des leçons fantastiques que je retiens de l'entrepreneuriat, de ce que vous pouvez apprendre au quotidien sur vous. C'est voilà, sortez de votre zone de confort, dépassez-vous, remettez toujours en question des certitudes que vous pouvez avoir. C'est clairement la clé je pense pour continuer toujours de progresser et juste d'apprécier la vie en tant que telle, de sentir que voilà, en fait il y a toujours des surprises, que vous pouvez toujours progresser, qu'il faut toujours se renouveler et que c'est le meilleur moyen de se sentir vivant quoi. Donc ça c'est sur la partie why et donc pour faire le lien et j'ai envie de boucler la boucle sur le why, qu'est-ce qui m'anime. J'ai pas encore bien défini quel était mon why, ma vision entre guillemets sur les 5-10 prochaines années. Ce qui est évident c'est que quoi qu'il arrive j'ai envie de continuer à évoluer dans des environnements qui me challenge et qui me permettent de me dépasser. Que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit aussi avec les personnes qui m'entourent. Continuer à m'inspirer de personnes qui se dépassent, ou en tout cas continuer à échanger avec des personnes qui se dépassent, que ce soit pour mon cercle pro et aussi pour ma vie perso. Voilà. Et ça, je pense que je ne peux avoir ces réalisations-là que, encore une fois, en sortant de ma zone de confort. Donc, vous qui m'écoutez et qui arrivez au bout de cet épisode, entre guillemets, je ne peux que vous encourager à essayer de faire le tri, de vous dire, mais en fait, c'est quoi les choses sur lesquelles je deviens confortable aujourd'hui, où je pense que j'ai atteint un peu un plateau, et comment est-ce que je peux changer ça, sortir un peu de ces zones de confort que j'ai établies dans ces éléments en fait qui me tiennent à cœur, et comment je peux renouveler la chose.
Donc bah voilà, pour moi c'était de se dire bah vas-y, je casse un peu ma routine sportive, je vais tester de nouveaux trucs, je me réinscris au CrossFit parce que j'en avais fait par le passé et je regarde ce qui se passe. Pour le business, bah, c'est je me casse aux US 3 mois et puis bah je vais revenir avec plein d'idées et puis on verra ce qui se passe. Et puis bah pour la lead gen en général, bah voilà, je comprends ce qui se passe chez Google, je vois que ça bouge et comment est-ce que je saisis les opportunités pour challenger mon business et me renouveler perpétuellement. Voilà pour la partie plus why. Donc pour récapituler, d'un point de vue lead gen, ça bouge chez Google. Attendez-vous à en prendre plein la gueule d'un point de vue Google et serrer les fesses et travailler ce qui est en votre contrôle pour rester profitable. Vision entrepreneuriale, organisationnelle, ça va bouger. Entourez-vous des meilleurs, challengez vos équipes. Je pense, freelancisez tout ce que vous pouvez. Et pour trouver votre why et ce qui vous anime au quotidien, sortez de votre zone de confort, challengez-vous, dépassez-vous. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se retourner à 80 ans et de se dire « j'ai bien vécu ». Et je conclurai cet épisode sur cette phrase. Merci à tous, si cet épisode vous a plu, comme toujours, partagez-le, abonnez-vous. Et quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Insubmersible. Ciao!